Bonjour, comme convenu dans le cours magistral, cette première séance des travaux dirigés est consacrée aux régulations neuroendocriniennes de l'homéostasie énergétique et à la stabilité du poids corporel chez l'adulte. En définition, l'homéostasie énergétique est un état d'équilibre énergétique qui permet de maintenir constant un niveau donné de masse grasse. La régulation de cet équilibre énergétique met en jeu à la fois des mécanismes nerveux et endocriniens. Comme je l'ai souligné dans le cours, le rôle du système nerveux est primordial dans ces régulations et plus précisément la région de l'hypothalamus, ici colorée en bleu, qui joue un rôle critique. Cette région contient plusieurs noyaux impliqués dans plusieurs types de régulations en relation avec le comportement alimentaire, la balance hydrique, la reproduction, le stress et autres. Dans la balance énergétique, il y a deux paramètres essentiels. D'un côté, les entrées énergétiques ou la prise alimentaire, et de l'autre, les sorties énergétiques ou les dépenses énergétiques. Quand les deux paramètres de la balance énergétique sont égaux, c'est-à-dire la prise alimentaire est égale à la dépense aux dépenses énergétiques, on note que les réserves graisseuses chez les animaux restent constantes, les animaux manifestent un poids normal. Quand la prise alimentaire est supérieure aux dépenses énergétiques, les animaux montrent une augmentation du poids corporel et cette augmentation peut mener à une obésité. Quand la prise alimentaire est inférieure aux dépenses énergétiques, les animaux manifestent une diminution du poids corporel et lorsque cette diminution devient très significative, on parle d'une inanition. Il est intéressant de vous préciser que chez l'homme, il y a un indice important qui nous renseigne si on est en corpulence normale, c'est-à-dire que notre poids est normal ou pas. C'est l'indice de masse corporelle qu'on peut calculer selon cette formule. L'indice de masse corporelle égale à la masse en kilogrammes, ce qu'on pèse en kilogrammes, sur la taille de l'individu au carré. Selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé, si la valeur trouvée de cet indice de masse corporelle est comprise entre 18,5 et 25, il s'agit d'une corpulence normale. Donc, ce sont des valeurs normales de notre poids. Si la valeur trouvée est inférieure à cette marge, c'est-à-dire si elle est comprise entre 16,5 et 18,5, on parle d'une maigreur. En dessous de 16,5, il s'agit d'une dénutrition. Par ailleurs, si cette valeur trouvée est supérieure aux valeurs normales, c'est-à-dire si la valeur trouvée est comprise entre 25 et 30, il s'agit d'un surpoids. Entre 30 et 35, c'est une obésité modérée. Entre 35 et 40, c'est une obésité sévère. Et plus de 40, il s'agit d'une obésité morbide ou massive. Voyons maintenant les principaux éléments responsables de cette régulation de l'homéostasie énergétique et du poids corporel. D'abord, concernant le système nerveux, il y a l'implication du système nerveux autonome, c'est-à-dire le système nerveux végétatif ou involontaire que j'ai déjà défini dans le premier cours. Rappelons qu'il s'agit de deux systèmes, le système nerveux sympathique ou orthosympathique d'un côté et le système parasympathique de l'autre. Les deux systèmes ont souvent des actions antagonistes au niveau des organes, ce qui assure l'équilibre. Rappelons que ce sont des nerfs crâniens et rachidiens qui innervent différents viscères, ici les organes impliqués dans l'homéostasie énergétique, notamment le pancréas, le foie, le muscle squelettique, le tissu adipeux. Avec les neuromédiateurs mis en jeu au niveau des organes, donc nous avons la noradrénaline comme neurotransmetteur mis dans les terminaisons nerveuses des nerfs sympathiques et l'acétylcholine comme neurotransmetteur mis en jeu par les nerfs du système parasympathique.
Sur le plan fonctionnel, comme on le voit, le système nerveux sympathique agit en favorisant la dépense d'énergie, donc en favorisant par exemple la glycogénolyse au niveau du foie, la capture de glucose et la glycogénolyse au niveau du muscle squelettique, la lipolyse et la libération d'acides gras libres au niveau du tissu adipeux. Le système parasympathique est associé plus à l'économie d'énergie. Via les fibres nerveuses des nerfs vagues, il agit pour favoriser la glycogénèse au niveau du foie. Il agit aussi sur la capture du glucose au niveau des tissus insulino-sensibles comme le tissu adipeux. Concernant le système nerveux central, c'est un grand centre intervenant dans ces régulations, notamment la région d'hypothalamus médio-basal. Ici, un cerveau, donc une représentation schématique d'un cerveau de rat blanc. Rappelons que cette région de l'hypothalamus contient plusieurs noyaux impliqués dans diverses régulations. On peut repérer l'emplacement de ces différents noyaux en faisant des coupes transversales au niveau du cerveau. Et c'est ce qu'on va vous montrer aussi dans le TP numéro 1 de neuroanatomie. Sur une coupe, par exemple, qui passe par le chiasma optique, c'est-à-dire si on réalise une coupe transversale ici, dans l'hypothalamus antérieur, on peut repérer donc au niveau de la coupe transversale la région du chiasma optique, donc vers la base de la coupe, avec le troisième ventricule perpendiculaire au chiasma optique. Et comme noyau, on peut voir le noyau paraventriculaire de l'hypothalamus de part et d'autre du troisième ventricule et la région de l'hypothalamus latéral. Sur une coupe passant derrière la première, à quelques millimètres derrière la première, on peut voir sur la coupe transversale correspondante, on peut repérer d'autres noyaux, donc le noyau dorsomédian hypothalamique, le noyau ventromédian hypothalamique, la région donc de l'hypothalamus latéral, et vers la base de l'hypothalamus, comme on peut le voir, il y a le troisième ventricule en noir qui s'élargit, mais bordant ce troisième ventricule, il y a un autre noyau, correspondant donc au noyau arqué de l'hypothalamus. C'est un noyau qui joue un rôle très important dans les régulations de l'homéostasie énergétique, comme on va le voir durant toute cette séance. Aussi, vers la base, il y a la zone de l'éminence médiane, une zone très vascularisée, in vivo, et dans laquelle les capillaires sanguins se trouvent fenestrés. Donc la barrière hémato-encéphalique à son niveau se trouve faible. C'est pourquoi dans cette zone, donc, elle laisse passer des substances provenant de la périphérie, les substances nécessaires au cerveau. Il passe via cette région de l'éminence médiane pour atteindre la région de l'hypothalamus. C'est pourquoi l'éminence médiane est considérée comme étant une zone d'échange très importante entre la périphérie et le système nerveux central. Dans le but de comprendre les rôles des noyaux hypothalamiques dans le contrôle de la prise alimentaire et du poids corporel, les premières expériences réalisées chez les animaux étaient des expériences de lésions où on détruit des régions déterminées du cerveau et on regarde l'effet sur les animaux. Bien sûr, des lésions donc on peut faire soit par des substances chimiques, soit par des chocs électriques, etc. Alors, les premières expériences de lésions pratiquées sur la région de l'hypothalamus latéral, lorsqu'on a pratiqué des lésions à des animaux, on a constaté que ces animaux manifestent une diminution du poids corporel. Donc, on parle de syndrome hypothalamique latéral, une diminution du poids corporel par rapport, bien sûr, aux animaux normaux qui sont maintenus dans les mêmes conditions que les animaux expérimentés. Donc, ces animaux ont montré donc une chute du poids corporel. Lorsque les lésions
ont intéressé les noyaux ventromédians, c'est-à-dire lorsque ces lésions sont pratiquées au niveau des noyaux ventromédians de l'hypothalamus, on a constaté que les animaux manifestent une augmentation du poids corporel par rapport aux animaux normaux et on parle de syndrome hypothalamique ventromédian. De ces expériences, donc, on a conclu qu'au sein de la région de l'hypothalamus, il y a des noyaux qui seraient impliqués dans la diminution du poids et des noyaux qui seraient impliqués dans l'augmentation du poids des animaux. De là, 2 centres ont été dégagés. L'hypothalamus latéral comme étant un centre de la faim, puisqu'il stimule le comportement alimentaire, et c'est ce qui rétablit le poids à la normale, et l'hypothalamus ventromédian comme centre de la satiété, et c'est lui qui nous signale, donc qui donne le signal à l'organisme qu'il faut cesser de manger. Au fil des années et avec les avancées considérables des techniques morphofonctionnelles, notamment les techniques d'immunocytochimie que vous avez vues en cours, on a commencé à identifier chimiquement les molécules synthétisées dans les corps cellulaires et dans les neurones des noyaux hypothalamiques. Donc, 2 populations neuronales ont été découvertes. Lorsque je parle de population neuronale, c'est-à-dire un ensemble de neurones. Et ici, sur le schéma, on représente les corps cellulaires, si vous voulez, par des cercles. Alors, 2 populations neuronales ont été découvertes, les populations neuronales à POMC et les neurones et les populations neuronales à NPY qui exercent des effets opposés sur le contrôle de la prise alimentaire et du poids corporel. Donc, on parle des neurones à POMC car les neurones, bien sûr, synthétisent la molécule, donc synthétisent la pro-opiomelanocortine, en abréviation POMC. Les neurones à NPY, c'est-à-dire que les neurones synthétisent le neuropeptide Y. Par ailleurs, vous constatez que d'autres molécules peuvent exister dans ces neurones et jouer des rôles accessoires. Par exemple, les neurones à POMC synthétisent aussi un autre neuropeptide qu'on appelle la CART, la cocaïne, amphétamine related transcript. Le NPY, donc les neurones à NPY, synthétisent aussi un autre neuropeptide, l'agouti-related peptide, qu'on appelle HRP. Donc on parle d'une colocalisation de 2 neuropeptides au sein de même neurone. Parfois on peut trouver même plus de 2 neuropeptides, plus de 2 molécules au sein des mêmes neurones et on peut les identifier par des doubles marquages, etc., des doubles ou des triples marquages immunocytochimiques. Alors, si on regarde ce schéma représentant une coupe transversale au niveau de l'hypothalamus, on peut facilement repérer certaines structures cérébrales. D'abord, l'allure du 3e ventricule qui s'élargit vers le bas. La région vers la base, donc la région de l'éminence médiane. Et au niveau de l'hypothalamus, les différents noyaux, à savoir la région du noyau arché, la région du noyau paraventriculaire, la région de l'hypothalamus latéral. Alors en fait, divers facteurs circulant dans la circulation générale, dans le sang, comme le glucose, la leptine qui est une hormone du tissu adipeux, l'insuline, une hormone du pancréas, le PYY336 qui est un neuropeptide du gros intestin et la gréline qui est une hormone de l'estomac, ces divers facteurs peuvent atteindre l'hypothalamus, ils peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et atteindre l'hypothalamus d'abord dans la région du noyau arché où sont localisés les neurones à POMC et à NPY. Alors, ces neurones à POMC et NPY, ces neurones à POMC et à NPY vont intégrer l'information et envoyer à leur tour des stimulations
donc des signes positifs, donc des stimulations ou des inhibitions, à d'autres neurones situés plus loin dans d'autres structures hypothalamiques. Donc ici, nous avons le corps cellulaire qui projette via les axones donc leur message à des neurones au niveau par exemple du noyau paraventriculaire. Donc on trouve ici les neurones à ocytocine, les neurones à TRH, le facteur de libération des hormones thyroïdiennes, des neurones à CRF, les neurones contenant le facteur de libération des corticotropines, ou aussi dans l'hypothalamus latéral, ils vont envoyer des projections, des stimulations, des inhibitions vers les neurones à mélanocortine, dans l'hypothalamus latéral, ou les neurones à orexine. Donc, ces messages vont être relayés à ces structures cérébrales qui vont agir en concertation avec d'autres structures cérébrales, notamment le cortex, le système limbique, le thalamus et le noyau du tractus solitaire se trouvant dans le tronc cérébral pour agir sur la prise alimentaire. Alors, je ne vais pas détailler tous les éléments impliqués dans la prise alimentaire, à savoir qu'il y a le côté sensoriel de la prise alimentaire, avec l'implication du système hédonique, c'est-à-dire le système de récompense, etc. Mais je vais plus cibler dans cette séance de TD les mécanismes hypothalamiques les plus importants dans la régulation de l'homéostasie énergétique. Donc, ce qui se passe au niveau notamment du noyau arqué en relation avec, bien sûr, les structures au-dessus. Alors, concernant la régulation hormonale de l'homéostasie énergétique, parmi les hormones impliquées dans la signalisation de l'état de la balance énergétique, il y a celles qui interviennent dans la régulation à court terme, c'est-à-dire directement liées à la prise alimentaire. C'est une régulation qui inclut les informations nerveuses, sensorielles et humorales élaborées pendant la prise alimentaire, la digestion et la dégradation des aliments. Donc on peut trouver comme hormone principale, il y a la gréline qui est l'hormone sécrétée par le stéma et il y a le PYY336, le neuropeptide sécrété par le gros intestin. Dans la régulation à long terme, on trouve comme hormone principale la leptine, l'hormone du tissu adipeux, et l'insuline, l'hormone du pancréas, qui agissent en modulant l'impact des signaux à court terme sur la prise alimentaire et en exerçant des effets directs sur les voies hypothalamiques régulant l'homéostasie énergétique. Donc, la leptine et l'insuline sont considérées comme étant les deux hormones responsables de la stabilité du poids malgré les variations de la prise alimentaire et de la dépense journalière. Alors, à savoir que la leptine exerce plus d'effet que les taux d'insuline parce que les taux de l'insuline risquent de varier au cours de la journée. Alors, quelques rappels d'abord sur ces hormones. L'insuline que vous connaissez, c'est une hormone synthétisée par les cellules bêta-pancréatiques. Elle assure de multiples fonctions à travers son récepteur qui appartient à la famille des récepteurs à activité tyrosine kinase, donc activité enzymatique. L'insuline favorise l'utilisation de glucose par les tissus dits insulinosensibles. Elle augmente ainsi le transport de glucose dans les cellules, bien sûr musculaires et dans les cellules adipocytaires, en induisant la translocation du transporteur au glucose GLUT4 vers la membrane, ce qui favorise bien sûr la capture de glucose. Au niveau du foie, l'insuline inhibe la glycogénolyse et stimule la glycogénèse, et cette activation s'observe aussi dans le muscle strié. Alors, à côté de ces effets périphériques, s'ajoutent des effets sur le système nerveux central, des effets centraux parmi lesquels on cite
L'insuline, elle agit sur la fertilité et la reproduction, la mémoire et l'apprentissage, la vigilance. Mais à côté de ces effets, donc au niveau de la prise alimentaire, elle exerce un effet inhibiteur sur la prise alimentaire et sur le poids corporel. Donc c'est la seule hormone, l'insuline est considérée comme la seule hormone qui a un effet contraire, un effet anabolique en périphérie et un effet catabolique au niveau du système nerveux central. Quant à la leptine, c'est une hormone dont la découverte est récente. Donc c'est le produit du gène HOP pour obésité. C'est une protéine de 167 acides aminés. La leptine fait partie d'une famille des hormones peptidiques, ce qu'on appelle les cytokines, qui jouent des rôles très importants en relation avec le système immunitaire. Elle est produite et sécrétée principalement par le tissu adipeux périphérique, mais de façon moindre, on la trouve aussi produite par l'épithélium gastrique, le muscle squelettique, le placenta, etc. Alors, comme pour l'insuline, la leptine exerce plusieurs rôles fonctionnels. Donc, elle agit sur l'hématopoïèse en stimulant l'hématopoïèse. Elle agit sur les chondrocytes, sur le système reproducteur, sur le métabolisme de glucose au niveau du foie. Elle a une action inhibitrice sur la sécrétion, bien sûr, de l'insuline. Et ce qui nous intéresse, au niveau du système nerveux central, elle agit comme l'insuline. Elle a un effet inhibiteur sur la prise alimentaire et sur le poids corporel. Ces différents rôles de la leptine sont exercés via ces récepteurs. En fait, il y a plusieurs isoformes de récepteurs de la leptine qui sont décrits. La plupart de ces récepteurs sont des récepteurs donc avec un domaine extracellulaire qui réagit avec l'hormone, un domaine transmembranaire, c'est-à-dire la partie intégrée dans la membrane plasmique des cellules, et un domaine intracellulaire. Le domaine extracellulaire, comme vous voyez, est commun à tous les types de récepteurs de la leptine. Le domaine intracellulaire, il varie et on peut identifier le OBRB, c'est le récepteur qui a le domaine intracellulaire le plus long par rapport aux récepteurs de type A, C, D et F. On remarque aussi que le récepteur de type E ne possède que le domaine extracellulaire, donc il reste circulant, donc il correspond à la forme circulante du récepteur de la leptine. Ce qui nous intéresse et concernant l'action de la leptine au niveau central, donc l'action de la leptine, elle se fait par l'intermédiaire de ce récepteur OBRB qui est la forme la plus longue du récepteur de la leptine. Donc c'est le OBRB qui exerce l'effet sur la prise alimentaire et sur l'homéostasie énergétique. Dans cette diapo, on reprend la coupe transversale de l'hypothalamus pour comprendre les mécanismes d'action de la leptine et de l'insuline. En fait, les variations hormonales issues de la périphérie, notamment de l'insuline, leptine, ghrelin, etc., sont envoyées directement au noyau arqué de l'hypothalamus. Donc, schématiquement, donc vous avez toujours ici le troisième ventricule, la région de l'éminence médiane. Donc, nous avons le noyau arqué. Donc, les informations qui proviennent de la périphérie arrivent directement au noyau arqué et directement aux neurones APMC NPY. Alors, ces neurones sont considérés comme des neurones de premier ordre, first order neurons, c'est-à-dire des neurones qui reçoivent le message en premier,
les messages provenant de la périphérie, ils le reçoivent en premier. Ensuite, ces neurones envoient les informations via leurs axones à d'autres neurones situés, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le noyau paraventriculaire et dans l'hypothalamus latéral. Et dans ces régions, donc, les neurones sont nommés des neurones de second ordre parce qu'ils reçoivent les messages provenant des neurones de premier ordre, c'est-à-dire des neurones APMC et NPY. Concernant le rôle fonctionnel de l'insuline et de la leptine, comme on peut le constater, les deux hormones agissent en stimulant les neurones APOMC et en inhibant les neurones ANPY via les récepteurs localisés sur les corps cellulaires des neurones APOMC et sur les neurones ANPY. Alors, en agissant et en stimulant les neurones APOMC, ils vont diminuer le poids, diminuer la prise alimentaire. Donc, la voie POMC, donc c'est une inhibition de la prise alimentaire. Donc, la POMC est considérée comme une molécule anorexigène car elle baisse la prise alimentaire, alors que le NPY est considéré comme une molécule orexigène car elle augmente la prise alimentaire. Remarquons aussi qu'au sein du noyau arqué, il y a même des interactions entre les deux populations au niveau du noyau arqué. Donc, on peut avoir des messages qui passent entre les deux populations au sein de la même structure cérébrale, c'est-à-dire au sein du noyau arqué. Il s'agit d'une autorégulation au sein de noyau arqué, donc pour établir l'équilibre et favoriser, par exemple, une voie par rapport à l'autre. Alors, tout se passe comme si la balance énergétique met en jeu deux voies distinctes, une voie anorexigène, activée par l'insuline et la leptine via les neurones APOMC, et une voie orexigène mettant en jeu le NPY et qui est activée par d'autres facteurs comme par exemple ici la gréline. Elle agit en stimulant, regardez le signe positif, elle agit sur les récepteurs de l'hormone de croissance localisés au niveau des corps cellulaires des neurones à NPY pour entraîner une augmentation de la prise alimentaire. Alors, tout d'abord, je donnerai un aperçu sur le neuropeptide Y, un aperçu bref sur le neuropeptide Y, sur la gréline, avant de passer à décrire cette voie importante qui permet la diminution de la prise alimentaire et qui permet d'ajuster le poids corporel, donc permettant ainsi la régulation de l'homéostasie énergétique. Concernant le neuropeptide Y donc, et la gréline, le neuropeptide Y, c'est un neuropeptide de 36 acides aminés qui agit comme neurotransmetteur, donc il est synthétisé comme on vient de le voir dans les neurones de l'hypothalamus, mais on le trouve aussi dans le système nerveux autonome où il joue un rôle très important, donc c'est un vasoconstricteur très puissant au niveau du système nerveux autonome. Il peut agir aussi sur la croissance du tissu adipeux. Concernant la gréline est une hormone, c'est un neuropeptide de 28 acides aminés. C'est un ligand endogène des récepteurs sécrétagogues de l'hormone de croissance, comme je viens de vous le dire. Donc, elle réagit avec les récepteurs de l'hormone de croissance, localisés sur les neurones NPY pour stimuler la prise alimentaire. Elle est impliquée principalement dans la stimulation de la sécrétion de l'hormone de croissance et elle agit, comme on l'a vu, dans la prise alimentaire en augmentant la prise alimentaire et la prise du poids. Son rôle s'oppose à celui de la leptine. Donc on peut considérer que la gréline, c'est un antagoniste naturel de la leptine. Les deux hormones sont produites naturellement
dans le corps, la gréline sécrétée par l'estomac, la leptine par le tissu adipeux, mais l'une est un antagoniste naturel de l'autre. Donc la gréline est un antagoniste naturel de la leptine. Depuis la découverte de la leptine, le système leptine-mélanocortine s'est avéré un système clé dans la régulation du poids corporel. En fait, la POMC, donc, comme ce que je viens de faire pour la gréline et pour le NPY, on peut voir que la POMC, c'est une grosse molécule. Elle est composée de 267 acides aminés. C'est le précurseur de nombreux neuropeptides, parmi lesquels on trouve plusieurs molécules. Donc, suite à des clivages enzymatiques, la POMC donne plusieurs molécules comme l'ACTH, la bêta-lipotropine, la bêta-endorphine, l'alpha-MSH, etc. Cependant, le rôle inhibiteur sur la prise alimentaire, le rôle inhibiteur de la POMC sur la prise alimentaire est dû à ce neuropeptide, l'alpha-MSH. C'est un tout neuropeptide de 12 acides aminés, donc c'est coupé entre 138 et 150, donc le clivage enzymatique a lieu entre 138 et 150, donc c'est un neuropeptide de 12 acides aminés qui, en se fixant sur ces récepteurs, donc les récepteurs de l'alpha-MSH sont appelés des récepteurs mélanocortines, c'est ce neuropeptide qui agit pour diminuer la prise alimentaire. Donc, sur le schéma de tout à l'heure, nous avons vu donc les neurones à POMC qui envoient leur message vers les neurones de second ordre localisés dans le noyau paraventriculaire et dans l'hypothalamus latéral. Alors, sur ces neurones, bien sûr, existent des récepteurs mélanocortines et en stimulant la POMC, lorsque les messages provenant de leptine, insuline arrivent à la POMC, donc ça les stimule et donc on a libération de l'alpha-MSH au niveau des terminaisons nerveuses et c'est l'alpha-MSH qui va agir sur les récepteurs mélanocortines pour agir sur la balance énergétique en diminuant bien sûr la prise alimentaire. Concernant les récepteurs mélanocortines, c'est-à-dire les récepteurs qui réagissent avec l'alpha-MSH, il y a plusieurs types de récepteurs mélanocortines. Ils appartiennent tous à la famille des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G. Ils sont exprimés dans divers tissus et on trouve donc plusieurs classes. Donc le type 1, les récepteurs mélanocortines de type 1 sont situés sur les mélanocytes. Ils exercent comme rôle leur activité, donc ils contrôlent la pigmentation de la peau et celle des cheveux. Les récepteurs de type 2, ils se trouvent sur le cortex surrénalien et ils agissent sur la stéroïdogénèse surrénalienne. Les MC3R se trouvent dans l'hypothalamus, le système limbique, pancréas, duodénum, etc. Et ils interviennent dans l'homéostasie énergétique. MC4R, ils se trouvent dans l'hypothalamus, le cortex cérébral, le tronc cérébral. Ils agissent aussi sur l'homéostasie énergétique. Et le type 5 des récepteurs mélanocortines se trouve sur les glandes exocrines, sur le muscle squelettique, le cerveau, et ils contrôlent la sécrétion des glandes exocrines. Donc, parmi ces 5 types de récepteurs mélanocortines, il y a 2 qui sont importants pour l'homéostasie énergétique. C'est les récepteurs de type 3 et 4 qui sont très très importants et qui y interviennent dans la régulation de l'homéostasie énergétique. En résumé, on peut représenter schématiquement la boucle qui relie la leptine au récepteur mélanocortine. Donc, c'est ce qu'on appelle le système leptine-mélanocortine. Alors ici, on a un schéma, donc c'est l'adipocyte, dans laquelle il y a le gène AUB
qui va donner la leptine. Alors, une fois la leptine sécrétée par le tissu adipeux, il passe dans la circulation générale, dans le sang. Elle va traverser la barrière hémato-encéphalique et elle va agir sur son récepteur. Rappelons, c'est le récepteur OBRB qui réagit avec la leptine au niveau de l'hypothalamus. Alors, ce récepteur OBRB existe sur les neurones APMC et sur les neurones ANPY. Alors, l'action de la leptine sur son récepteur va entraîner une stimulation de la voie POMC et une inhibition de la voie NPY. En stimulant les neurones APMC, elle va favoriser donc la conversion de POMC en alpha MSH et la libération de l'alpha MSH va agir sur les récepteurs mélanocortine qui se trouvent dans les régions du noyau paraventriculaire et dans l'hypothalamus latéral pour agir sur l'augmentation de la satiété, l'augmentation des dépenses énergétiques. Ce qui est important à savoir sur cette boucle aussi, c'est que les déficits dans les gènes de ce système leptine-mélanocortine sont responsables des obésités monogéniques chez l'homme. Donc, vous remarquez qu'il y a des chiffres. Donc, là où il y a le chiffre, donc s'il y a un déficit, par exemple, dans le gène OB qui donne la leptine, donc la synthèse de la leptine se trouve perturbée, cela va mener à une obésité monogénique. S'il y a un dysfonctionnement au niveau du récepteur OBRB, une mutation génique par exemple, donc cela va mener aussi à une obésité monogénique. Un déficit dans la synthèse ou dans la conversion de l'alpha MSH peut aboutir à la même chose. Un déficit aussi au niveau de récepteur mélanocortine qui réagit avec l'alpha MSH, cela entraînerait aussi des obésités monogéniques chez l'homme. Alors plus tard et après l'identification des deux types de récepteurs mélanocortine intervenant dans l'homéostasie énergétique, c'est-à-dire les récepteurs de type 3 et 4, on a essayé de chercher leur localisation au niveau de l'hypothalamus. Donc, on s'est intéressé à chercher leur localisation au niveau de l'hypothalamus pour mieux comprendre leur rôle fonctionnel. Et donc, comme vous voyez sur ce schéma, dans une publication publiée en 2007, donc, on a montré que cette localisation des deux récepteurs est différente. Les récepteurs mélanocortine, les MC3R, existent surtout dans la région du noyau arqué, dans le noyau ventromédian et dans le noyau préoptique. Donc, c'est dans la région basale de l'hypothalamus. Alors que les récepteurs mélanocortine, les MC4R, sont exceptionnellement denses dans les noyaux paraventriculaires, dans la région de l'hypothalamus latéral et dans le dorsomédian. Alors de là, on a pensé à chercher aussi leur rôle respectif sur les paramètres de la balance énergétique. Et pour cela, on a utilisé des souris mutantes où on invalide le gène qui donne le récepteur correspondant et on regarde ce qui se passe au niveau des souris. Alors, chez les souris, par exemple, knockout, où on invalide le gène du récepteur MC4R, on a suivi les animaux par rapport aux souris normales qui n'ont pas subi cette invalidation du gène MC4. On a constaté que ces animaux à la longue ont développé une obésité majeure liée à une augmentation de la prise alimentaire et une augmentation de la matière grasse. Donc, à la fois les animaux ont pris du poids à cause d'une augmentation de la prise alimentaire et du stockage de la matière grasse. Lorsque ces expériences de knockout sont généralement réalisées sur le gène du récepteur MC3, donc chez les souris mutantes
où le gène du MC3R est invalide, on a noté que le poids des animaux n'a pas changé, le poids est resté normal. Aussi, la prise alimentaire n'a pas changé entre les animaux, donc les animaux mangeaient la même chose que les souris normales, mais il y avait une accumulation du tissu adipeux au niveau des souris mutantes. Alors de là, on a conclu qu'il y a des rôles fonctionnels différents des deux types de récepteurs. Les récepteurs MC3R seraient impliqués comme des autorécepteurs puisqu'ils agissent surtout sur la dépense énergétique et sur le stockage de la matière grasse, alors que les récepteurs MC4R auraient un rôle plus important sur l'homéostasie énergétique car ils agissent à la fois sur les deux paramètres de la balance énergétique, c'est-à-dire sur la prise alimentaire et sur la dépense énergétique. Donc de là, on a conclu que les récepteurs de l'alpha-MSH exercent des rôles bien sûr différents et c'est le MC4 qui agit sur les deux paramètres de la balance énergétique. Donc c'est lui qui serait le plus important sur la régulation de l'homéostasie énergétique. Et depuis la découverte de ces rôles fonctionnels différents, on sait que actuellement chez l'homme, le déficit de ce récepteur MC4R est la forme la plus fréquente des obésités monogéniques, des obésités qui sont sévères, qui sont caractérisées par une augmentation très importante de la masse corporelle. 4% des obésités morbides sont associées à des mutations sur ces récepteurs MC4 chez l'homme. En conclusion de ce qu'on vient de voir dans cette séance de travaux dirigés, on peut conclure que la régulation de l'homéostasie énergétique est sous le contrôle du système nerveux autonome et du système nerveux central et aussi du système endocrinien. Nous avons vu qu'il y a des interactions complexes entre différents éléments entre différentes composantes qui interviennent dans l'homéostasie énergétique, notamment les noyaux hypothalamiques, les hormones périphériques et autres structures cérébrales. Alors, tous ces éléments interagissent pour l'intégration des signaux et la coordination entre ces signaux pour le maintien de l'homéostasie énergétique via les deux paramètres de la balance énergétique qui sont la prise alimentaire et la dépense énergétique. Alors, je termine juste en évoquant deux pathologies liées à des troubles du comportement alimentaire. La boulimie, c'est une des formes les plus sévères des troubles alimentaires. La crise de boulimie se caractérise par une grande envie de manger sans nécessairement ressentir la faim. Donc, la crise souvent de boulimie, elle est répétitive et dure de quelques minutes à quelques heures où l'individu va ingérer de grosses quantités des aliments. Et souvent après la crise, le malade a un sentiment très fort de colère et de dégoût de soi, surtout dans le cas des boulimies vomitives qui sont accompagnées par des vomissements. Alors l'autre trouble du comportement alimentaire, c'est l'anorexie. C'est aussi un trouble du comportement alimentaire grave où l'individu n'a pas d'appétit pour manger, donc c'est l'absence d'appétit. Par conséquent, son poids chute, ce qui a des répercussions sur son état de santé. Donc, elle peut conduire à la malnutrition, toutes ces complications. Alors, une autre forme d'anorexie, bien sûr, il y a l'anorexie mentale, qui est un trouble psychopathologique, très complexe et spécifique. C'est une grève de l'appétit motivée par l'obsession d'être toujours plus mince. C'est un trouble psychopathologique qui touche surtout certains adolescents qui sont obsédés par leur silhouette et donc ils font des grèves de l'appétit et cela a des répercussions très graves sur leur santé. Donc c'est un trouble psychopathologique qui nécessite obligatoirement un suivi médical. Alors voilà, pour plus d'informations sur ces troubles du comportement alimentaire et sur ces pathologies, vous pouvez consulter aussi des clips vidéo sur YouTube. Je vous remercie pour votre attention.